Retour au débat de France 24, deuxième face-à-face, à 1500 km à peine de Paris à vol d'oiseau. Des soldats russes sont en train de faire la guerre à des groupes extrémistes venus d'Union européenne. Si l'ennemi est fictif, les combats, eux, sont bien réels et ils inquiètent les Occidentaux et tous les pays de la région. Depuis aujourd'hui et pour une semaine, la Russie mène des manœuvres militaires conjointes avec son allié, la Biélorussie, notamment à Kaliningrad, c'est l'enclave russe en territoire polonais. S'agit-il d'un banal exercice militaire, comme le disent les Russes, ou bien d'une menace à peine voilée envers l'Europe? Élément de réponse en images. Une nuée d'hélicoptères dans le ciel biélorusse. Pour ces manœuvres militaires, Moscou a dépêché ses tout derniers appareils de combat. Nom de code, Zapad 2017. Traduisez Ouest 2017. Une semaine de démonstration de force pendant laquelle la Russie va montrer ses muscles. Selon Moscou et Minsk, pas de quoi avoir peur. L'opération conjointe Zapad 2017 est purement défensive et ne représente aucune menace pour l'ensemble des pays européens, ni pour les pays voisins. De fait, ces manœuvres militaires inquiètent, d'autant qu'elles ont lieu tout près de la Pologne et de la Lituanie, État qui, depuis l'annexion de la Crimée en 2014, s'inquiète d'une possible invasion russe. Les pays de l'Union européenne, France et Allemagne en tête, y voient une stratégie d'intimidation de la part de Moscou. Officiellement, un peu moins de 13 000 soldats seraient mobilisés pour ces opérations. Un chiffre bien en deçà de la réalité, selon certains. Nos préoccupations et craintes principales sont liées au manque de transparence du côté russe et sans doute aussi de la part du Bélarus. Il est clair qu'il y aura beaucoup plus de soldats qui vont participer aux exercices militaires que ce qui a été indiqué. Pour l'OTAN, plus de 100 000 soldats pourraient en fait participer à ces exercices. L'organisation a prévenu qu'elle surveillerait de très près ces manœuvres. Par précaution, l'armée américaine a également dépêché 600 parachutistes dans les 3 pays baltes pour la durée de Zapad. Voilà, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Nicolas Tenzer. Bonjour, vous êtes politologue spécialiste des questions internationales, vous enseignez à Sciences Po Paris. Alors, côté russe, on s'étonne qu'on s'étonne. Ces manœuvres planifiées de longue date, dit-on, ont lieu chaque année dans une région différente de Russie, sans que cela n'émeuve outre mesure jusque-là les Occidentaux. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte quand même tout à fait particulier, où d'abord, qui est issu de l'agression de l'Ukraine en 2014, de menaces quand même régulières, notamment contre les États baltes, voire contre la Pologne, des cyberattaques, des exercices aussi quand même très menaçants. Et aussi, il faut savoir que les termes mêmes de cet exercice Zapad désignent clairement quand même, comme ennemis certes fictifs, des États qui ressemblent à s'y méprendre aux États baltes. Donc on comprend cette inquiétude. Je crois qu'il y a aussi un autre facteur, mais qui est beaucoup plus global, c'est que si l'on regarde l'ensemble des exercices militaires russes en comparaison des exercices militaires de l'OTAN et des alliés, il y a, on le voit dans le graphique, une disproportion qui est quand même assez frappante. Vous voyez en rouge les manœuvres russes, et vous voyez l'implication, les troupes impliquées qui sont assez considérables, et en bleu les manœuvres de l'OTAN. Donc cette disproportion elle-même a de quoi inquiéter. Est-ce que l'OTAN sera capable, le cas échéant, de riposter à une menace russe? Et face à vous, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Général, si l'on s'inquiète côté occidental, c'est aussi qu'il y a débat sur les chiffres. Parce que les Russes parlent de 12 700 soldats, plus de 100 000 répondent en chœur lituaniens et estoniens, particulièrement vigilants, on le sait, dès lors que des chars russes font manœuvre à proximité. La vérité, elle se situe où? Alors, la vérité, c'est que quand on annonce 12 700, c'est pour être en dessous du plafond de 13 000 qui, à l'OSCE, vous oblige à avoir des observateurs au sein des troupes. Donc, en annonçant 12 700, vous ne déclarez pas le plafond auquel vous seriez contraint d'avoir des observateurs. Les Russes refusent la présence d'observateurs, c'est donc qu'ils ont quelque chose à cacher? Non, non, ceux qui n'ont pas envie d'avoir des observateurs qui viennent... De toute façon, ces manœuvres, qu'elles soient à l'est ou à l'ouest, sont toutes observées, sont toutes regardées, que ce soit par des satellites, par des observateurs qui ne sont pas officiellement déclarés, mais qui vont être dans la zone, et naturellement, aucun des
aucun des pactes, qui n'existent plus d'ailleurs, hein, du moins du côté de l'Est, ne veut qu'on voit l'équipement qui est déployé, les méthodes employées, etc. Je rappelle qu'on parle de la manœuvre russe, il y a 3 manœuvres en ce moment. Hein. Il y a une manœuvre de l'OTAN, il y a une manœuvre russe et il y a une manœuvre en Suède. En Suède. Hein. Et donc, c'est ce qui fait monter un peu la mayonnaise, si j'ose dire. C'est effectivement que 3 manœuvres en même temps. En revanche, ça peut amener parfois à des, je ne dis pas à des dérapages, mais à des touche-touche qui sont un peu dangereux. Nicolas Tanzer, voilà, les Russes, ils veulent sur leur territoire pouvoir mener les manœuvres comme ils l'entendent. Finalement, c'est assez compréhensible. Pourquoi est-ce que, justement, comme l'a dit à l'instant le général Trinquant, à l'heure où l'OTAN elle-même poursuit des manœuvres, à l'heure où la Suède se militarise de manière extrêmement spectaculaire et conduit sans doute les manœuvres militaires les plus importantes qu'on ait vues dans l'histoire récente pour ce pays, pourquoi effectivement trouver étrange, étonnant que les Russes à leur tour s'y mettent? Je crois qu'il y a encore une fois les éléments de contexte, il faut le rappeler, qui sont quand même, ne jouent pas en faveur des Russes spécialement. L'OTAN est une alliance quand même qui est d'abord une alliance défensive. La Russie, elle, a fait preuve quand même de sa capacité d'agression. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui est frappant, c'est que la Biélorussie est évidemment étroitement associée à ces manœuvres, avec des manœuvres qui se déroulent sur une partie du territoire biélorusse, et puis également dans l'enclave russe de Kaliningrad. Et on le voit là aussi sur la carte, il y a un sentiment quand même un peu d'encerclement en quelque sorte des États baltes. Et donc il faut bien comprendre que dans cette situation de menace, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et puis un troisième facteur, c'est qu'on s'inquiète que les forces russes puissent éventuellement rester sur le territoire biélorusse. Et là, ça pourrait être évidemment une menace beaucoup plus durable. Dominique Trinquant, le choix des lieux, effectivement, parce que la Russie dit, voilà, chaque année, nous conduisons des opérations, des manœuvres de grande ampleur. Simplement, cette fois-ci, ça se passe à proximité des pays baltes, ça se passe à Kaliningrad, qui est donc l'enclave en Pologne. Le choix n'est quand même pas dû au hasard, si ? Non, le choix n'est pas dû au hasard, mais tout est dans les perceptions des choses. Les pays baltes, comme la Pologne et l'Ukraine d'ailleurs, ont été des pays occupés à l'époque de l'Union soviétique. Il faut le dire clairement, ils étaient occupés. Donc ils ont une perception terrible de cet occupant qui est aux portes. Mais ça, la Russie et pas loin. Sait. Bon, la Russie le sait, bien sûr. L'OTAN le sait aussi. Je rappelle, je ne parle pas de l'Ukraine, mais je rappelle que la Pologne et les États baltes font partie de l'OTAN. Et donc, les Russes jamais n'imagineront d'attaquer directement. En revanche, ce dont il faut bien se souvenir, vous parliez de l'enclave de Kaliningrad, qui est territoire russe. Mais dans les États baltes, il y a de fortes minorités russes aussi. Et ça inquiète aussi un peu les États baltes. Parce qu'ils se disent à partir de quel moment les minorités pourraient... Sur le modèle de ce qu'on avait vu en Ossétie, en Géorgie. Voilà. Moi, je crois, et c'était pour ça que c'était important quand le président Trump est arrivé, qu'on lui fasse réaffirmer l'article 5. L'article 5, c'est qu'un pays de l'OTAN qui est attaqué, automatiquement, les pays le défendent. Je rappelle que d'ailleurs, dans les États baltes, il y a une présence permanente de l'OTAN, en particulier sur le plan aérien. Ces pays n'ont pas les moyens d'avoir une arme aérienne. Donc, depuis des années, en fait, l'OTAN déploie des escadrilles pour assurer sa protection. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème de perception. Je voudrais rappeler aussi simplement un fait intéressant pour la Russie. Dans 6 mois, il y a les élections présidentielles en Russie. Et donc le président russe, qui on sait aime bien montrer ses muscles, a envie de montrer la force de la Russie. Ça veut dire, Nicolas Tanzer, qu'il ne faut pas surréagir. On voit le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il temporise. Il assure ne pas voir dans ces manœuvres de menaces imminentes contre un allié, même s'il déplore le manque de transparence côté russe. C'est comme ça que l'OTAN doit réagir, ne pas réagir, justement. Je pense qu'il n'y a rien d'illégal, bien sûr, dans ces manœuvres russes. Donc, effectivement, je crois qu'il faut essayer plutôt d'apaiser les esprits. Il n'y a pas une menace directe et immédiate. En revanche, il y a des conséquences géopolitiques à moyen terme. D'abord, effectivement, en ce qui concerne la Biélorussie, je crois qu'il faut vraiment aussi s'intéresser à ce pays qui est quand même dans une position très curieuse, qui est quand même très dépendant, évidemment, de la Russie, avec un président, Loukachenko, qui est quand même pas tout à fait... C'est quand même un des derniers vestiges de la guerre froide, Loukachenko. Mais en même temps, qui de temps en temps essaye de prendre ses distances par rapport à Moscou. Et je crois qu'il y a tout un jeu aussi du côté de l'Union européenne de dire comment faire que ce pays puisse, en quelque sorte, à terme, basculer du bon côté
côté, ou bien y a-t-il au contraire un risque qu'il définitivement s'ancre à l'Est et devienne une sorte de territoire conquis, si je puis dire, par la Russie? Je crois que c'est cet enjeu-là. Pour récupérer dans l'orbite de la Russie, dont il n'est jamais vraiment sorti. Exactement. Donc on est dans cette ambiguïté aujourd'hui. Mon général, ces manœuvres sont-elles nécessaires? Alors ces manœuvres et les lieux choisis, c'était en gros près de la Lituanie et de la Pologne, sont-elles nécessaires à la bonne préparation de l'armée russe dans le contexte actuel? Et il faut se souvenir qu'en 2014, Vladimir Poutine a redéfini la doctrine militaire de la Russie avec l'OTAN comme adversaire. Ou bien est-ce que c'est une véritable provocation, et juste ça finalement, envers les pays frontaliers? Non, je pense que ce sont les deux, enfin même les trois, puisque je parlais des élections présidentielles dans 6 mois, et je crois que c'est un facteur important pour le président Poutine. Il veut montrer, il le montre loin de la Russie, avec la Syrie, avec la réussite, il faut bien le dire, de la manœuvre russe en Syrie, et il veut le montrer proche de ses frontières, et proche avec un pays frère, on en a parlé, la Biélorussie, qui est un pays frère pour eux. Donc c'est de la démonstration plus que du test? Alors, je crois que c'est de la démonstration. Ensuite, les manœuvres sont toujours nécessaires. Vous parlez à un militaire, il y a besoin de s'entraîner, il y a besoin. Et quant au thème utilisé avec les 3 pays, etc., c'est classique. Je veux dire, moi j'ai travaillé dans les états-majors de 2e corps et de la 1re armée. Bon, c'était les thèmes classiques qu'on avait à l'époque. Donc je crois que, si vous voulez, il y a à la fois une nécessité d'entraînement qui se répercute, qui tous les ans est à peu près au même moment d'ailleurs. Il y a une volonté de montrer la puissance, probablement pour la population russe. Et puis, alors, ça va être intéressant parce que pour les Occidentaux, m'intitulant occidental, ça va permettre d'observer le matériel, les techniques, etc., comment font les Russes. Parce que même s'il n'y a pas d'observateurs à l'intérieur, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de gens qui les observent. Par satellite? Par satellite, par peut-être moyen. Nicolas Tenzer, est-ce que ce à quoi on va citer, vous aussi vous considérez d'ailleurs, comme Général Trinquant, que ce qui va se passer, même si on peut ou pas le déplorer, va être particulièrement intéressant? Je pense que ce sera intéressant, ce sera riche d'enseignements. C'est vrai qu'il y a des estimations très différentes sur l'état actuel des capacités opérationnelles de l'armée russe. Alors certes, on les a vus intervenir de fait, soyons clairs, en Ukraine, de manière beaucoup plus massive en Syrie, avec un jeu extraordinairement habile, fut-il évidemment totalement meurtrier et désastreux pour la population civile en Syrie, mais enfin avec un grand succès. Là, on va voir dans une forme de manœuvre peut-être de plus grande ampleur, parce qu'on a cité des chiffres quand même assez importants. Ils sont plutôt estimés autour de 80 à 100 000 par un certain nombre d'observateurs. On va voir si dans un contexte plus classique, l'armée russe, qu'on dit quand même affaiblie aussi, peut-être un peu vieillissante, a quand même des moyens, je dirais, assez importants dans le cadre d'une opération peut-être beaucoup plus vaste d'invasion de pays voisins. Et ces moyens, elle va les déployer dans les jours qui viennent? Oui, alors les moyens, elle les déploie. C'est intéressant parce que les images que vous voyez, qu'on voit derrière vous, par rapport à la Syrie, si vous voulez, en Syrie, les Russes ont déployé essentiellement des moyens aériens. Quelques forces spéciales, mais essentiellement des moyens aériens. Là, c'est ce qu'on appelle une manœuvre interarmée, dans laquelle il y a l'air, terre et probablement au large de Kaliningrad, la mer. Donc c'est une complexité d'interaction bien plus grande. Et donc, pour les Russes, moi je les comprends, il y a une nécessité de faire ça. Et en plus, bien sûr, il y a le fait que pour eux, alors le président Poutine l'a rappelé, dans la réflexion des Russes, il vous explique, mais il n'y a plus de pacte de Varsovie. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un OTAN? On ne comprend pas. Oui. Donc c'est aussi le message qu'ils veulent adresser à la population russe, à la population biélorusse, aux gens qui sont un peu dans ce qu'on appelle l'étranger proche et très proche des Russes. Vous parliez des derniers vestiges en Asie centrale, il y en a aussi. Oui, bien sûr. Le Kazakhstan, Nazarbayev et autres. Ouais. Mais effectivement, si je puis juste réagir une seconde sur ce que vient de dire le général Trinquant, avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est qu'en même temps, il y a une volonté de montrer que l'OTAN est offensif, alors que c'est vraiment pas du tout dans la nature de laisser penser que l'OTAN est offensif. De laisser penser. Et voilà. Et alors plus de 4000 soldats déployés dans les pays baltes et en Pologne, une expansion que la Russie avait largement dénoncée. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est à l'origine de l'escalade? Je crois pas que ce soit l'origine de l'escalade, parce qu'encore une fois, si l'on voit le nombre de forces, les forces qui sont véritablement là, elles sont par rapport aux forces russes incroyablement inférieures. Ça, c'est la réalité. Ensuite, il n'y a pas du tout de capacité, je dirais, opérationnelle de grande ampleur offensive
de la part de l'OTAN, au point que même certains se sont interrogés quand ils ont vu les manœuvres de l'OTAN régulières, hein, dans les pays baltes notamment, sur la capacité des troupes de l'OTAN de véritablement s'opposer à une offensive, le cas échéant russe. C'est-à-dire que l'article 5, le général Trinquant l'a rappelé, c'est absolument fondamental, c'est la garantie essentielle, mais jusqu'où opérationnellement serons-nous capables, l'OTAN sera-t-il capable d'intervenir en cas de coup dur? Oui, je crois que la vision de la capacité offensive de l'OTAN est moins dans les moyens, parce que vous avez raison de le souligner, les capacités de l'OTAN sont bien inférieures dans toute cette région-là, que dans l'expansion de l'OTAN. Je rappelle que tous les pays que j'ai cités tout à l'heure, Pays-Bas, Pologne, etc., appartenaient au pacte de Varsovie, ils sont maintenant dans l'OTAN. Et la grande discussion qui est en permanence à l'OTAN, c'est est-ce que l'Ukraine et la Géorgie vont rejoindre l'OTAN. Dieu soit loué, la France et l'Allemagne ont résisté jusqu'à maintenant, parce que c'était une volonté américaine. Et là, on franchirait un pas d'une certaine façon, parce que c'est vraiment l'étranger proche russe. Et alors, ça a provoqué ce qu'on connaît en Ukraine et en Géorgie aussi. Mais pour la Russie, le fait que la Géorgie et l'Ukraine basculent, si j'ose dire, dans l'OTAN, c'est ça l'offensive de l'OTAN. C'est pas le nombre de chars et le nombre d'avions. Nicolas Tenzer, c'est aussi un moyen de prévenir les élargissements ultérieurs de l'OTAN, ces manœuvres russes aujourd'hui? Alors je ne sais pas si c'est un moyen de prévenir, mais il est vrai qu'il y a cette crainte de la part de la Russie, mais il faut bien voir que c'est une crainte qui renvoie quand même à une agression. Je veux dire, la crainte... Vous parlez de la Crimée? Je parle de la Crimée, je parle des troupes russes qui, de fait, sont dans le Donbass, je parle de l'annexion, de fait, hein, de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Donc, je veux dire, tout ceci, ce sont des éléments factuels. Donc, il faut comprendre, même si je pense que ce serait totalement déraisonnable dans l'immédiat, et d'ailleurs, en tout cas, l'armée ukrainienne, en ce qui la concerne, n'est pas véritablement prête, d'intégrer ces pays dans l'OTAN. Il faut voir qu'il y a d'abord une volonté de ces pays de se défendre devant une agression. Donc, encore une fois, l'agression, elle est quand même d'un côté, elle n'est pas de l'autre. Dominique, vous êtes d'accord? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que la réaction pas de la Russie, russe, là, quand même. Hein. Oui. La réaction de la Russie, en fait, amène l'effet inverse. C'est-à-dire que ça veut pousser l'Ukraine, voire la Géorgie, voire d'autres, à rejoindre l'OTAN. Parce qu'ils se disent, attendez, ils peuvent nous agresser. Oui. Et puis les méthodes employées dans le Donbass et puis en Crimée ont nettement montré que les Russes pouvaient le faire. Donc je pense que ce côté un peu démonstratif des Russes peut provoquer l'effet inverse, et l'effet inverse dans l'OTAN également. Je rappelle que le motto, comme on le dit, qui est de monter à 2%, qui est de monter à 2%, ça vient essentiellement de la menace face à l'Est. Parce que dans l'OTAN, quand vous discutez avec les 3/4 des pays de l'OTAN, je ne parle pas de l'Espagne et de l'Italie et de la France, la menace, elle est à l'Est, elle n'est pas au Sud. Et donc, quand on dit qu'il faut augmenter le pourcentage des budgets de la défense, c'est bien à cause de la menace à l'Est. Donc, en fait, la Russie, par son attitude, provoque une réaction de l'OTAN qui réarme l'OTAN et qui réinvestit les Américains dans l'OTAN, en fait. Bien sûr, mais avec quand même une limite, effectivement, qui est la jurisprudence classique de l'OTAN, qui dit que quand un pays est occupé, et ça la Russie le sait bien, quand un pays est occupé, quand un pays est en conflit, il n'est pas question qu'un membre adhère à l'OTAN. C'est-à-dire que l'article 5 rétroactif, si je puis dire, ne pourrait en quelque sorte pas s'appliquer. Ça, c'est très important aussi. L'Union européenne qui vient de prolonger de 6 mois les sanctions individuelles décrétées contre près de 150 responsables russes et ukrainiens pour leur implication présumée dans le conflit dans l'est de l'Ukraine. Vous y voyez un lien direct avec ces manœuvres ou c'est totalement déconnecté? Non, je pense que c'est déconnecté. L'Union européenne ne lie pas ses décisions aux décisions de l'OTAN. Elle ne le peut pas. Enfin, c'est de nature complètement différente. En revanche, que l'Union européenne continue à appliquer un certain nombre de mesures parce qu'elle considère que les accords de Minsk ne sont pas appliqués comme il le faudrait. Oui, bien sûr. Il faut préciser qu'il y a deux régimes de sanctions. Hein. Il y a le régime de sanctions qui est strictement lié à la non-application des accords de Minsk, avec des sanctions économiques. Et puis, vous avez des sanctions personnelles qui sont essentiellement liées à l'annexion de la Crimée. Maintenant, encore une fois, je crois qu'il faut rappeler aussi l'une des origines, c'est la violation du mémorandum de Budapest de 1994, qui quand même, normalement, devait garantir l'intégrité des frontières de l'Ukraine. Et on s'aperçoit qu'un texte qui avait été co-signé notamment
d'ailleurs par la Russie, a été violée, d'où bien sûr l'inquiétude de l'Ukraine. On peut être dans un climat de paix froide, si vous me passez l'expression en ce moment, entre l'Europe et la Russie, et en même temps trouver des causes communes, rallier les Russes à un projet de résolution américain contre la Corée du Nord, par exemple. Ce sont des dossiers qui, là aussi, n'ont rien à voir, ou est-ce qu'il y a peut-être des rapprochements qui sont en train de s'opérer derrière les faux-semblants, quoi? Tous les dossiers ont toujours quelque chose à voir. Que ce soit l'Ukraine, la Crimée, la Syrie, la Corée du Nord, au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale commence. Et la semaine prochaine, il y aura plein de rencontres à l'ONU. On discute de tous ces points-là. Et on cède sur un point pour en donner à un autre. Donc, il y a un lien forcément avec ça. Ce dont il faut se souvenir, c'est que pour les Russes comme pour les Chinois, il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État. Ça, c'est la règle absolue. Oui, respect de la souveraineté. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut discuter beaucoup de choses, mais on a bien vu que pour la Syrie, ça commence à prendre forme. À cause de l'action militaire russe, qui en fait et de l'abstention des Américains, voilà, qui a été dans la logique de la diplomatie russe. En Corée, ça paraît un peu plus compliqué, mais les Chinois avancent de plus en plus. Et puis sur l'Ukraine, il y a eu des accords de Minsk, mais enfin on voit pas beaucoup les choses déboucher aujourd'hui. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant. Merci également Nicolas Tenzer d'avoir été nos invités pour ce face-à-face. Restez avec nous. L'actualité, elle continue bien sûr tout de suite avec un œil sur les médias. Un œil sur les médias, c'est l'actualité vue du net avec vous, Myriam Amelal. Bonjour. Bonjour. On va revenir bien sûr sur ce qui a fait l'actualité pour nous Français la nuit dernière et aussi, il faut bien le dire, une bonne partie de cette journée et sans doute encore pendant les 7 prochaines années. Exactement, il s'agit des Jeux Olympiques 2024. Alors, on parle beaucoup, je ne vous cache pas, des futures performances, des futurs athlètes, des futurs Jeux Olympiques, mais on parle aussi de la performance, c'est-à-dire d'avoir décroché tout simplement les Jeux Olympiques 2024. Et on parle également de la performance linguistique des personnes qui ont défendu Paris dans la langue de Shakespeare. Et c'est le Huffington Post qui a fait une petite compilation des politiques et des athlètes qui ont parlé en anglais hier à Lima pour pouvoir défendre Paris. Je vous propose d'écouter un extrait. With sport, the more we share, the more we have. It's like the Olympic flame. A flame loses nothing when it lights another. It's often said that the world is a village. The Olympic village itself is the world. This Games plan is compact and perfectly connected. 22 sports inside 10 kilometers. We will work to inspire as many cities as possible across the world to share the emotions and the power of the Games. Alors voilà, les performances. Très à l'aise en espagnol aussi. Très à l'aise en espagnol Hidalgo, ouais. Et apparemment aussi en anglais. Alors peut-être qu'ils ont pris quelques cours avant d'y aller et bien répété, mais en tout cas, ils ont brisé le cliché du français qui parle mal les langues étrangères. On parle également des Jeux Olympiques avec le côté festif. Regardez ce dessin que vous voyez depuis tout à l'heure de Plantu avec cette Marianne qui saute à la perche avec la Tour Eiffel. Voilà ce dessin que je trouvais très beau. Et puis cet autre dessin d'Urtican qui est drôle parce qu'il rappelle un petit peu le côté ronchon, je dirais, des Parisiens, avec la nouvelle devise des Parisiens, métro, boulot, JO. Et voilà, on voit les anneaux des Jeux Olympiques dans le métro. Et puis, ce dernier dessin qui rappelle aussi les personnes, enfin, qui fait écho aux personnes qui râlent, qui ne sont pas contentes parce que ça va coûter beaucoup d'argent. C'est un débat qu'on retrouve aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce dessin ici, prochainement ici, Jeux Olympiques de Paris. Et puis Emmanuel Macron qui dit « Désolé, mes pauvres vieux, mais les caisses sont vides ». Voilà, ça c'est aussi un débat qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux.
Autre actualité, ces voix qui s'élèvent pour condamner ou critiquer en tout cas l'attitude de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi face aux martyrs des Rohingyas. Exactement, je vais vous montrer de nombreuses photos qu'on retrouve et notamment celle-ci qui est beaucoup sur les réseaux sociaux de cet enfant Rohingya qui est postée et repostée sur les réseaux sociaux. Celle-ci aussi, voici cette photo de cet enfant, beaucoup de photos d'enfants mais aussi de dessins. Regardez ce dessin de dilemme, bain de sang en Birmanie, c'est horrible, toutes ces inondations partout, dit cette dame en regardant la télé. Donc voilà, on parle beaucoup des Rohingyas et notamment d'Aung San Suu Kyi et de son silence face à ce massacre et cet exode des Rohingyas, cette minorité musulmane vers le Bangladesh. Et elle doit parler la semaine prochaine, la dame de Rangoon. Elle s'y est engagée en tout cas. Merci beaucoup Myriam Amellal, merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous à suivre tout de suite un nouveau journal sur France 24.